La deuxième partie de Face à Rioufol, toujours avec Yvan, bien sûr, Véronique, et nous a rejoint sur ce plateau Alice Desbioles. Merci d'être avec nous. Je rappelle votre ouvrage, Réparer la santé, démocratie, éthique et prévention. Vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Yvan, pourquoi avoir invité Alice Desbioles ce soir ? D'abord, le docteur Desbioles était venu déjà il y a un an, presque jour pour jour, je crois me souvenir. Exact. J'avais été très impressionné par la force de caractère et la limpidité d'expression d'Alice Desbioles. Et là, on arrive à un moment où le récit officiel commence à être ébranlé de toutes parts, ne serait-ce que par les réalités de l'efficacité des vaccins, les réalités de l'esprit critique qui se réveille. Et Alice Desbioles a un courage, ce courage inouï dans les médecins de santé publique, de vouloir affronter, de pouvoir affronter et d'affronter le sanitairement correct, si je puis dire, dans le fond, et de vouloir ébranler la chape de plomb qui empêche encore de dire les faits. Or, les faits vont être dits, naturellement, par la force des choses. Et donc, vous y participez. Nous y reviendrons prochainement, d'ailleurs, dans cette émission, sur d'autres aspects de cette crise sanitaire. Et ma première question était de savoir, dans le fond, si cette crise avait été bien gérée ou mal gérée. Déjà, pour qu'on puisse avoir pardon, allez-y, je bafouille pour rien. Déjà, c'est une bonne question et je pense que ce serait intéressant qu'on se pose cette question-là collectivement, qu'on tire peut-être un bilan de toute cette séquence, qu'on fasse un retour d'expérience de tout ce que nous avons traversé. Je rappelle que cette séquence du Covid est d'une certaine manière assez inédite, tant par son ampleur que par sa radicalité. Je rappelle que nous avons traversé des épisodes comme des confinements, comme des couvre-feux. Nous avons dû remplir des attestations pour nous autoriser à quitter notre domicile dans un rayon d'1 kilomètre. Bon. Donc on a masqué aussi des enfants, on a rendu le port du masque obligatoire. Tout cela au nom de la santé, tout cela au nom de la science aussi. C'est intéressant du coup avec le recul de voir... C'était nécessaire ou pas ? Mais justement, c'est intéressant de voir avec le recul, on a de plus en plus du coup de données qui sont publiées. Et typiquement, si on repart sur cet épisode du port du masque obligatoire, notamment chez des enfants, même pendant l'activité physique, là on a une revue Cochrane qui a été publiée récemment. Donc les revues Cochrane, c'est vraiment le gold standard, le plus fort niveau de preuve pour la médecine justement fondée sur les preuves. Et dans cette grande revue de la littérature, les auteurs ne parviennent pas à montrer une efficacité du port du masque sur la réduction de la transmission des infections respiratoires comme le SARS-CoV-2 ou la grippe en population générale, alors que c'était une mesure qui avait été présentée comme fondée sur la science. Et c'est aussi au nom de cette, on va dire, vérité scientifique qu'elle avait pu être imposée sans générer de discussion. D'ailleurs, dans votre livre, qui est tout à fait remarquable et que j'invite à lire, tellement il est limpide, vous remettez en cause le scientisme, dans le fond, et vous faites le parallèle entre le scientisme et le complotisme. Vous dites que le scientisme est aussi grave, dans le fond, que pourrait l'être le complotisme. En quoi le scientisme a-t-il pu pervertir, dans le fond, l'approche sanitaire de cette épidémie ? Pour moi, ce sont scientisme, complotisme, ce sont, on va dire, deux extrêmes de la pensée qui nous empêchent de réfléchir. Et effectivement, ce que j'ai voulu interroger aussi dans ce livre, c'est l'idéologie médicale, l'anthropologie médicale qui a gouverné cette gestion de crise. Pour moi, c'est une idéologie médicale qui a consisté à réduire les individus à uniquement quelques paramètres biologiques et infectieux, sans considérer les individus dans leur globalité. Et au nom de cette réduction des individus à quelques paramètres quantitatifs, nous avons mis en place, à mon sens, des politiques dites de santé publique qui étaient finalement contre-productives pour notamment la santé. Il suffit de regarder les indicateurs sanitaires, que ce soit en termes de Covid et de décès liés au Covid, mais aussi tous les dommages collatéraux en termes de santé mentale, en termes de santé physique, de retard de l'accès aux soins pour des patients atteints de cancer, de maladies cardiovasculaires, l'augmentation des violences intrafamiliales, l'augmentation de la pauvreté qui a un impact sur la santé. Et donc tout cela a été fait paradoxalement au nom de la santé, au nom du bien, au nom de la science, au nom de la médecine. Et paradoxalement, et c'est tout peut-être le tragique de la situation, cela a contribué à dégrader de nombreux indicateurs sanitaires, sociaux et même démocratiques. On vous comprenne bien, vous examinez le fait que et le confinement, et le pass vaccinal, et le pass sanitaire, toutes ces mesures, outre le masque, étaient des mesures qui n'étaient pas nécessaires. On est bien d'accord avec cette démonstration que vous faites à travers votre livre. En tout cas, c'était des mesures, si vous voulez, qui n'étaient présentes dans aucun plan de gestion de pandémie.
de virus respiratoires comme l'OMS ou les plans de gestion des épidémies des Américains ou des Européens. Le mot confinement brille par son absence dans tous les plans de gestion de crise. Donc c'était des mesures politiques plutôt que des mesures sanitaires. Est-ce qu'il n'y a pas eu, dans le fond, une instrumentalisation de la peur d'un point de vue politique afin d'asseoir l'État dans son autorité? Est-ce que vous iriez jusque-là? Je pense que c'est vraiment, à mon avis, une idéologie médicale qui nous a amenés sur cette voie-là. Puisqu'il a été difficile, durant cette période, de faire entendre une autre voix ou une autre manière de percevoir à la fois la problématique, donc l'émergence de cet agent infectieux, et la manière d'y répondre. On avait vraiment une difficulté à faire exprimer une autre voix. Et d'ailleurs, on a un avis du Conseil scientifique du début de l'année 2022 qui dit que ni les impératifs de démocratie, ni les impératifs de liberté d'expression ne peuvent contribuer à permettre à certaines personnes de s'exprimer et de se prévaloir d'une légitimité scientifique. Donc on avait vraiment ce Conseil scientifique qui ne supportait pas qu'une autre voix puisse se faire entendre. Et donc, sans dissensus, puisque le dissensus, c'est le fait de ne pas être d'accord, c'est la seule voie pour accéder à une certaine forme de consensus. Normalement, en sciences et particulièrement en médecine, on a ce que l'on appelle des conférences de consensus qui vont définir notamment les stratégies thérapeutiques et qui ont pour objectif de mettre tout le monde autour de la table, notamment les avis contradictoires, et d'organiser le débat contradictoire pour aboutir finalement à la position la plus scientifique et la plus équilibrée possible. Et ce dissensus n'a pas été vraiment organisé. Et le responsable, c'est le Conseil scientifique, c'est le gouvernement, c'est le ministre de la Santé qui a imposé cette sorte de pensée unique, ce sectarisme dans le fond qui a fait que certains médecins, certains scientifiques sont devenus des dissidents, ce qui est effectivement a été très vite perçu comme étant aberrant pour certains. Je pense que c'est vraiment, à mon avis, une responsabilité qui est partagée tant par peut-être des membres du Conseil scientifique, peut-être des politiques aussi qui cherchaient des réponses concrètes et qui allaient parler à l'ensemble de la population. Et il y a aussi ce rapport à la crise, à l'état de crise. On est en état de crise permanent, que ce soit la crise sanitaire, la crise écologique, la crise géopolitique. Et un philosophe que je cite beaucoup dans mon livre qui s'appelle Ivan Illich et dont vraiment je recommande la lecture, il a écrit dans Le chômage créateur, dès les années 1970, donc c'était vraiment un visionnaire, il nous dit ceci. On appelle aujourd'hui crise ce moment où des médecins, des diplomates, des banquiers et des ingénieurs sociaux de tous bords prennent la situation en main et où des libertés sont supprimées. Il nous disait ça en 1978. Mais il termine ce paragraphe, c'est vraiment son paragraphe introductif dans Le chômage créateur. Il nous dit aussi que la crise, ou les crises, Edgar Morin parle même de polycrise, c'est aussi l'occasion, le moment du choix. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec toutes ces crises, il serait temps de prendre un petit peu de hauteur, c'était aussi l'objectif de ce livre, et de se poser les questions du chemin aussi et de la société dans laquelle on veut s'engager. Vous parliez tout à l'heure de l'intelligence artificielle, de la technique. Moi, je pense que la science, la technique, la médecine, la loi sont des outils pour libérer l'homme, pour l'émanciper, mais passé un certain seuil, ils peuvent devenir contre-productifs et nous asservir aussi d'une certaine manière. Donc là, il faut vraiment, je pense, se poser la question de la manière dont nous voulons finalement gérer tous ces outils-là à notre disposition. Véronique Jacquier. L'humanité est faite pour affronter les crises. Et quand on vous écoute, on a le sentiment qu'on n'en a pas tiré des leçons face à justement ce qui nous attend. Et à la prochaine, comment vous penseriez qu'on est capable de la vivre ? Oui, c'est une très bonne question. C'est d'ailleurs inquiétant. C'est pour ça que je plaide vraiment pour un bilan et un retour d'expérience, oui, pour tirer les enseignements de nos différents égarements et ne pas les reproduire et peut-être être mieux préparés et anticipés. À mon sens, il serait crucial de bien considérer toutes les notions de pluridisciplinarité qui n'ont pas été considérées durant la gestion de crise Covid, où on avait une approche très biomédicale avec essentiellement des médecins, on va dire infectiologues, des réanimateurs. Mais on n'avait pas une autre corporation que les médecins, déjà, qui a pu porter le sujet de la gestion de crise, alors qu'on a aussi des vétérinaires qui peuvent être concernés, notamment lorsque l'on est dans le cadre de zoonoses, où vous avez des réservoirs animaux. Donc la collaboration aussi avec d'autres professionnels comme les vétérinaires est quelque chose d'intéressant. Et aussi, bien sûr, toutes les autres expertises, notamment relatives aux sciences sociales, qui n'ont pas été mobilisées. Et à côté de ce savoir académique, on a beaucoup de respect pour les experts, entre guillemets, mais ce respect, cette fascination peut aussi être elle-même contre-productive et aboutir à un transfert de souveraineté vis-à-vis de ces experts-là au détriment d'une pensée propre, personnelle et critique. Et c'est pour ça qu'aux côtés de ce savoir académique, il serait important d'avoir également ce que l'on appelle un savoir expérientiel, que tout un chacun peut mobiliser,
qui est le ressenti citoyen, ou par exemple un patient qui va subir différents traitements dans un hôpital va avoir un parcours de soins, et ce parcours de soins est aussi une expérience, est aussi un savoir dans la prise en charge de la maladie qu'il convient de mobiliser. Les opinions qui ont été beaucoup malmenées et déconsidérées durant la gestion de crise, on n'avait pas le droit d'avoir d'opinion à moins d'être un expert et le bon expert suffisamment légitime pour s'exprimer. Les opinions sont quand même fondamentales dans une démocratie. L'expert n'a pas vocation à éteindre la pensée des individus, il a vocation à la nourrir, à l'élever, mais certainement pas à l'empêcher. L'opinion, pourtant, a accepté assez docilement, de mon point de vue, de renoncer à une partie de ses libertés élémentaires, d'aller et venir, de choisir, de consentir à un vaccin sans avoir à rechigner. Enfin, d'ailleurs, cela m'a personnellement ébranlé. Est-ce que cette passivité de l'opinion pourrait-elle se décliner sur d'autres sujets de crise? Est-ce que l'instrumentalisation de la peur peut être, dans le fond, une manière autre d'imposer d'autres politiques, qui seraient des politiques également d'ordre totalisant, totalitaire? Est-ce qu'il peut y avoir un risque, dans le fond, pour la démocratie? Effectivement, toutes les méthodes, on va dire, de mobilisation de la peur, de la stratégie du bouc émissaire aussi, qu'on a beaucoup observé pendant la gestion de crise. On allait s'acharner sur les non-vaccinés, sur ceux qui ne respectaient pas bien les mesures dites sanitaires. Mais toutes ces passions tristes que l'on peut mobiliser pour faire adhérer une population à telle ou telle politique, là, ce qui est d'autant plus, pour moi, ce qui m'a d'autant plus interrogée et qui a contribué, je pense, à une adhésion très forte de la population, c'est aussi, je pense, une certaine forme de confiance en les institutions qu'il convient, à mon sens, de préserver. Et même si on voit, et l'OMS alertait sur ça, notamment avec l'obligation vaccinale, que le fait d'imposer une obligation vaccinale allait contribuer potentiellement à abîmer la confiance en les institutions. Donc ça, c'est un premier écueil qu'il convient, à mon sens, de ne pas perdre de vue. Sur les vaccins, donc, le slogan officiel était « tous vaccinés, tous protégés ». On s'est rendu compte que ce vaccin était faux, était naturellement une contre-vérité qui n'a d'ailleurs pas été reconnue par le discours officiel. Est-ce que vous avez vous-même des certitudes aujourd'hui sur l'efficacité des vaccins? Quel est le regard que l'on peut porter aujourd'hui sur cette politique? Alors, il me semble que les recommandations actuelles, qui sont celles pour lesquelles j'ai toujours plaidé, sont satisfaisantes. Donc, la vaccination des personnes à risque de formes graves de Covid. Là, on est sûr que le vaccin sert à quelque chose. Dans le respect du consentement. Voilà. Est-ce qu'on est sûr? En tout cas, moi je le pense, mais après, en sciences, en médecine, tout est évolutif. Oui. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est aussi, là on a encore des professionnels, par exemple, qui sont suspendus parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. J'allais y venir. Voilà, donc ça pose un véritable problème, à la fois scientifique, mais aussi plus profond, éthique et même démocratique. Là, on a une étude qui est sortie dans le Lancet, alors qui est quand même une des plus grandes revues médicales, qui nous dit que la protection conférée par l'infection passée, donc par le SARS-CoV-2, est au moins équivalente, si ce n'est supérieure, à 2 doses de vaccin. Donc ça veut dire, en d'autres termes, que le fait d'avoir eu le SARS-CoV-2, d'avoir été contaminé, de l'avoir attrapé sans vaccin, confère une protection identique ou supérieure au fait d'avoir été 2 fois vacciné. Alors que ça, c'est quelque chose, on a eu quand même un pass vaccinal. Oui. Qui, pareil, est un dispositif, si vous voulez, qui ne repose sur aucun rationnel et qui ne faisait partie d'aucun plan de gestion de crise. Oui. Mais comment expliquez-vous, malgré tout, cette sorte de propagande officielle qui a fait dire, je reprends ce slogan, tous vaccinés, tous protégés, alors même que le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, quand il le disait, on le savait, je le savais moi-même, que c'était en tout cas un argument qui méritait d'être sujet à caution. Comment se fait-il que le gouvernement se soit enferré dans ces certitudes et dans ces certitudes politiques avec l'appui d'une grande partie du monde scientifique et du monde médical, et même avec l'appui, dans le fond, avec cet argument de dire que tout le monde le faisait dans le monde entier? Je pense vraiment qu'il faudrait leur poser la question, et c'est pour cela que je plaide pour un retour d'expérience, et notamment peut-être aussi un débat contradictoire avec certains des professionnels, par exemple du conseil scientifique, qui ne sont jamais vraiment mis finalement en situation de débat potentiellement contradictoire.
en situation de gestion de la controverse, qui fait partie de toute démarche scientifique, qui consiste d'ailleurs avant tout à douter et non pas à croire, et à questionner plutôt qu'à imposer un dogme ou une vision. Et ce serait vraiment intéressant de leur poser la question. Enfin, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de sincérité à l'époque et assez peu finalement de recul et de hauteur, peut-être, sur... Vous pensez qu'il y avait de la sincérité à l'époque? Moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. Je ne vais pas m'exprimer pour eux, je pense que le plus simple, ce serait de leur poser la question. Et juste, vous avez abordé le sujet donc, des soignants qui ont refusé de se faire vacciner et qui ne sont toujours pas réintégrés. Vous plaidez donc, pour que ce soit clair, pour la réintégration de ce personnel médical non vacciné qui demande à être réintégré. Je n'ai même pas compris qu'on puisse suspendre sans droit, de manière comme ça, complètement verticale, des personnes qui n'avaient pas commis de faute. Et normalement, lorsque vous êtes suspendu, c'est 4 mois maximum, vous êtes payé pendant le temps de la suspension. Oui. Là, c'est des personnes qui sont hors de l'état de droit. Vraiment, je ne comprends même pas que ce dispositif ait pu exister déjà et qu'en plus, il continue et persiste. Véronique. Oui, les effets secondaires, est-ce que vous avez des faits scientifiques, rationnels, pour faire un état des lieux sur la situation ? Alors on a des bases de données qui suivent justement les effets indésirables de tous les médicaments. Mais là, vous avez des autorités compétentes qui peuvent bien sûr être amenées à répondre à toutes ces questions, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui est suivi, qui est documenté, tout à fait. Est-ce que l'on a des chiffres également qui pourraient maintenant nous faire comprendre l'état de gravité de cette épidémie, de cette pandémie, des chiffres un peu... On avait annoncé 500 000 morts par des projections algorithmiques. Est-ce que ceci est sérieux et comment faut-il voir aujourd'hui les réalités? Comment les voyez-vous? C'est toujours compliqué, en plus a posteriori, mais surtout pendant cette période-là où on avait aussi... dès que vous entriez à l'hôpital et que vous étiez porteur du SARS-CoV-2, on ne faisait pas la distinction entre pour Covid, le motif d'hospitalisation, vous venez parce que vous êtes là à cause d'une forme grave de Covid-19, ou alors vous venez pour autre chose, mais vous êtes porteur de l'agent infectieux. Donc je pense qu'en tout cas en France, on a peut-être besoin d'un petit peu mieux défricher encore les données. Pour parler plus clairement, quand on dit qu'il y a eu 150 000 morts du Covid, vous laissez comprendre qu'on a mélangé les morts à cause du Covid et les morts avec le Covid, c'est ce que vous dites? À une période, à mon avis, un petit peu floue à ce moment-là, je pense que ce n'est pas impossible. Et on a aussi, ce qu'il serait intéressant, c'est de regarder la mortalité selon le profil des personnes, selon leur âge, selon leur niveau de comorbidité. On sait qu'on a certains états de santé qui, par définition, vont exposer les individus à beaucoup plus de risques pour leur santé, que ce soit d'ailleurs des risques infectieux comme le SARS-CoV-2, mais aussi la grippe. Donc on a des personnes qui, par définition, sont plus fragiles. Et c'est intéressant de regarder aussi les données de mortalité ou d'hospitalisation selon les profils des personnes. C'est ça aussi. Ne trouvez-vous pas anormal, malgré tout, que cela revienne à votre propre responsabilité d'avoir ce regard critique sur une gestion de crise, alors que ce regard critique n'est même pas porté par le pouvoir lui-même, qui n'arrive pas, d'après ce que je vois, à exprimer ne serait-ce qu'une autocritique, ne serait-ce que même un regret sur un certain nombre de mensonges. Je parlais du slogan, par exemple, tous vaccinés, tous protégés. Et comment interprétez-vous ce refus du pouvoir d'accepter qu'il aurait pu avoir tort ou qu'il aurait mal agi? Je pense que c'est difficile, à mon avis, de peut-être se remettre en question. Et ce que l'on a pu observer, en tout cas pendant la gestion de crise du Covid, et ce que je trouve encore présent là, avec notamment la réforme des retraites, c'est une forme aussi d'hubris et de démesure de ce pouvoir jupitérien qui, à mon sens, a d'une certaine manière peut-être un petit peu de mal avec la notion de limite. Et comme en face, on n'a pas eu, notamment durant la gestion de crise du Covid, vraiment de contre-pouvoir ou de partis politiques qui ont qui auraient pu interroger le narratif de la santé, de la responsabilité, de la solidarité. Je pense que c'est la démocratie, le cadre démocratique, c'est une arène où des forces contraires peuvent s'affronter de manière pacifique. Mais pour cela, il faut aussi un jeu de puissance et de puissance qui s'affrontent. Et quand on n'a personne en face, notamment des contre-pouvoirs, pour on va dire, réguler le pouvoir en place, ça amène, je pense, à une certaine forme d'absence de limite. Voilà pour la deuxième partie de l'émission. Merci beaucoup Alice Desbioles. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste, que vous avez écrit « Réparer la santé, démocratie, éthique
et prévention. Merci chère Véronique, cher Yvan. On se retrouve la semaine prochaine. L'info se poursuit sur CNews.